Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Avec vous, Mickaël Zemmour ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes économiste plutôt à gauche. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lyon 2. Et je voudrais voir avec vous ce matin si vous estimez qu'il y a le feu ou qu'il n'y a pas le feu. On nous parle d'économies, de milliards, dizaines de milliards d'économies à faire. Alors tout le monde n'est pas absolument d'accord, mais enfin, au minimum 10 milliards cette année, peut-être 20 milliards l'an prochain. Essayez de comprendre avec vous les conséquences, de quoi on parle, du déficit, de la dette, de la réforme du chômage. La faute à qui? Si on écoute le gouvernement, c'est peut-être la faute des chômeurs. On va y revenir. Mais je voudrais qu'on commence par écouter les mots du président hier. Emmanuel Macron, qui s'est invité, semble-t-il, dans une réunion où il y avait la majorité, pour faire la leçon à ses ministres. Il a dit le gouvernement se met dans une situation où il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir par des gens qui n'ont pas voulu voter l'année dernière les réformes des retraites. Là, il parle des oppositions. Il précise, il ne faut pas que ce soit la foire à la saucisse, voilà l'expression d'Emmanuel Macron. Il faut le calme des vieilles troupes. Et il dit, nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes. Alors, je vous pose tout de suite la question d'abord. Est-ce que c'est un problème de dépenses excessives ou de moindres recettes, ou les deux? Donc, il y a effectivement un déficit qui est important et c'est plutôt un problème de moindres recettes, mais qu'il y a deux choses. D'une part, une croissance qui est plus faible qu'attendue, une année 2023 qui est pas très bonne. Et puis d'autre part, c'est le gouvernement qui s'est lui-même créé ces problèmes de recettes. Depuis 2017, le gouvernement a beaucoup baissé les impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises, et s'est privé d'à peu près 50 milliards de recettes par an. Et donc, aujourd'hui, effectivement, quand on regarde la politique du gouvernement dans les années passées, on ne voit pas une priorité à la baisse du déficit, puisqu'il y a vraiment eu des baisses importantes de recettes et en face des baisses de dépenses. Donc, on a plutôt le sentiment qu'il y a des baisses de recettes qui sont une explication du déficit, mais que le gouvernement en est en partie responsable. Alors, Bruno Le Maire affirme donc que le retour des déficits sous la barre des 3% reste l'objectif. Aujourd'hui, je précise les choses. Le déficit est à 5,5% du PIB. Les prévisions, c'était 4,9%. Ça a donc déjà dérapé par rapport aux prévisions. Est-ce que cet objectif, c'est-à-dire repasser sous la barre des 3%, qui est une sorte de règle budgétaire européenne, est-ce que c'est tenable et est-ce que c'est souhaitable? Tenable, je ne sais pas. Souhaitable, peut-être pas. Effectivement, on a un déficit important. Il n'y a pas le feu. Vous posiez la question au début. Il n'y a pas le feu parce que la France emprunte aujourd'hui pour pas cher. Mais il y a vraiment une nécessité de réduire au fur et à mesure le déficit parce que ça coûte des intérêts chaque année à la France. Maintenant, si on fait ça trop vite et si on fait ça en même temps que les autres pays européens, il était question de l'Italie sur votre antenne il y a quelques minutes, on risque d'avoir le même épisode qu'en 2010 où tous les pays européens ont fait de l'austérité en même temps. Et la conséquence, ça a été un ralentissement économique pendant plusieurs années, et puis avec des conséquences sociales très dures. On peut se rappeler des fermetures d'hôpitaux, des baisses de retraite en Grèce, par exemple. Est-ce que, quand vous mentionnez la Grèce, évidemment, ça crée l'effroi. La Grèce, on le sait, a traversé une crise budgétaire majeure, avec des conséquences pour toute la population, pour les fonctionnaires d'abord, mais pour les autres aussi. Est-ce que quand on agite cet exemple de la Grèce, on est réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faut se dire, la France, ça peut aussi être la Grèce? Non, pas du tout. La Grèce était dans une situation particulière. L'exemple que je voulais donner de la situation européenne, c'est l'exemple de l'austérité coordonnée. Si on fait une austérité coordonnée un peu précipitée, en disant il y a le feu et tout de suite on coupe dans les dépenses de manière dure, on risque de créer des problèmes plus gros que ceux qu'on essaye d'affronter. Le déficit, c'est un problème, mais il y a d'autres problèmes auxquels on doit faire face. Il y a la question de la transition écologique, il y a la question de la santé, de l'éducation aussi. Et par exemple, quand des écoles ne sont pas suffisamment financées, comme c'est le cas en ce moment en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un plus petit problème que le déficit public, et il faut tenir les deux ensemble. Donc pour vous, c'est aussi une question de choix dans les priorités, dans ce que l'on tient ou qu'on ne tient pas. Vous évoquiez la question des voisins et est-ce qu'on fait tout ça ensemble ou pas? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur la situation de l'Allemagne, de l'Italie, de nos voisins? Alors, je ne vais pas passer tous les pays en revue, mais il y a un ralentissement économique, par exemple, important en Allemagne. Il y a un ralentissement économique dans beaucoup de pays en même temps. Et c'est ça qui est inquiétant. Si vous avez un pays qui est très dynamique, c'est un peu plus facile de faire des économies dans les pays voisins parce qu'on va bénéficier de leur croissance. Si tous les pays sont ralentis en même temps, alors l'austérité coordonnée devient de plus en plus dangereuse. Et vous parliez de choix politique, il y a aussi un choix qui, pour l'instant, est celui du gouvernement, qui est de dire le déficit budgétaire, on va le réduire uniquement par la réduction des dépenses publiques et absolument pas par une augmentation des recettes. Et ça paraît à la fois pas très souhaitable, parce que les dépenses publiques, elles financent des choses utiles, et ça paraît même pas très réaliste, parce que si on veut résorber le déficit,
probablement qu'il faut passer en revue à la fois les baisses d'impôts précédentes et les dépenses publiques. Et ça, c'est un vrai choix politique. Vous l'assumez d'ailleurs, Michaël Zemmour, quand on se dit il faut trouver des sous, soit on en dépense moins, soit on en gagne plus. Pour vous, il faudrait les chercher où? Il y a ce fameux mot de super profit qui a été lancé dans le débat public, sans qu'on sache d'ailleurs précisément ce que c'est. Donc je voudrais d'abord, que vous nous donniez la définition de ce que sont les super profits. L'autre mot qui a été utilisé, et est-ce qu'on parle de la même chose, c'est le mot de rente. On a Gabriel Attal qui a dit on pourrait taxer les rentes. Est-ce que c'est la même chose? De quoi on parle? C'est pas forcément la même chose. Les super profits, il y a des secteurs qui ont fait des taux de marge très importants suite à la crise du Covid. Le secteur de l'énergie, le secteur de l'agroalimentaire, qui, dans un contexte d'inflation, ont réussi à faire des marges encore plus importantes que d'habitude. Donc là, on a ce qu'on peut appeler des super profits et des choses qu'on peut taxer de manière exceptionnelle, y compris pour financer des dépenses publiques. Et puis, de manière générale, il y a eu des baisses d'impôts qui étaient justifiées selon le gouvernement en disant on va faire des baisses d'impôts, ça va dynamiser très fortement l'économie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a payé trop cher pour ce qu'on obtient. Vous pensez à quelle baisse d'impôts en particulier? Alors, par exemple, la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui a coûté extrêmement cher, de l'ordre de 10 milliards par an, je crois. La baisse des impôts de production, ou même des baisses d'impôts sur les ménages dans leur ensemble, ou les ménages les plus aisés. La baisse de la taxe d'habitation sur les ménages riches, ça coûte très cher et ça dynamise pas beaucoup l'économie française. Et donc, ça serait intéressant de passer en revue ces baisses d'impôts, 50 milliards depuis 2017, pour voir lesquelles ont été utiles, lesquelles ne le sont pas. Utiles au sens créer de la croissance, créer de l'emploi? On remplit leur objectif. S'il s'agit simplement de baisser les impôts pour un objectif, les impôts ont baissé, y compris sur des ménages qui n'en avaient pas forcément besoin. Mais s'il s'agit de répondre aux défis, c'est-à-dire croissance, emploi, mais aussi transition écologique, on est sans doute passé à côté. Michaël Zemmour, le mot de rente, je le disais, utilisé par Gabriel Attal. Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors, je ne sais pas ce que le Premier ministre entend par là. La rente en économie, c'est des revenus qui sont produits par une propriété, des revenus exceptionnels qui sont produits par une propriété, du simple fait de posséder quelque chose qu'on n'a pas forcément produit. Après, taxer la rente, si on le prend au sens large... Ça veut dire une rente immobilière, ça veut dire des entreprises qui, alors que la situation ne change pas, gagnent davantage. On parle de quoi en fait? Alors, je ne sais pas ce que le Premier ministre entend. De manière générale... Il a dit ce mot sans expliquer encore précisément, mais vous-même, économiste, vous ne savez pas de quoi on parle. On pourrait taxer les revenus du patrimoine. Quand les taxer de manière plus importante, ils sont déjà taxés. Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, a mis en place une sorte de bouclier fiscal, le prélèvement forfaitaire unique, qui fait que les revenus du patrimoine sont moins taxés à l'impôt sur le revenu que les revenus du travail. Donc il y a une baisse d'impôt sur les revenus du patrimoine par rapport au gouvernement Hollande qui avait augmenté cette imposition. Et donc on pourrait faire une partie du chemin en arrière et taxer davantage les revenus du patrimoine. Dans la période récente, on a constaté une augmentation du taux d'épargne. Ça veut dire que probablement les ménages qui ont le plus de moyens mettent de côté en ce moment. Et donc, là, il y a une source de revenus potentielle. Michaël Zemmour, est-ce que le gouvernement a été sincère ou insincère? Est-ce que quand ils ont défini le projet de loi de finances, ils avaient ou non connaissance de cet état des dépenses? Ce qu'on peut dire, c'est que la prévision budgétaire du gouvernement était très optimiste par rapport à toutes les autres prévisions. Et donc, quand le gouvernement dit qu'il y a eu un dérapage et dit on va faire un plan d'économie de 10 milliards, il est un peu le seul surpris de ce dérapage. C'est-à-dire que personne n'attendait que... Est-ce qu'il surjoue la surprise? Souvent, le gouvernement a tendance à dramatiser. On l'avait vu pendant la réforme des retraites. Dramatisation, une solution proposée qui n'est pas mise en débat. De la même manière, le gouvernement dramatise la situation budgétaire et met en place un plan d'économie de 10 milliards qui ne met pas en débat à l'Assemblée nationale. Mais si je vous pose la question, Michaël Zemmour, c'est aussi parce que ça a des conséquences politiques. C'est-à-dire que le fait de définir un budget, enfin chacun doit le faire dans son propre foyer, définir un budget en fonction de ce qu'on pense qu'on va gagner et de ce qu'on pense qu'on va dépenser. Est-ce qu'au moment où ils font ça, ce gouvernement n'est qu'optimiste ou est dans une forme de mensonge en se disant on va voir si ça passe? Un gouvernement peut avoir des bonnes raisons d'être optimiste de manière budgétaire, parce que si vous êtes trop pessimiste et que vous faites un budget trop serré, vous allez vous-même ralentir votre économie. Donc ça peut être une bonne raison pour un gouvernement d'être volontariste. Parce que c'est dynamique en quelque sorte. Parce que c'est dynamique. On a intérêt à prévoir que ça va aller mieux pour dépenser un peu plus et accélérer l'économie. Là où moi je comprends moins, c'est la question de la dramatisation et en catastrophe de mettre en place un plan d'économie de 10 milliards. Donc
on ne connaît toujours pas très bien le contenu. Et puis un jour d'être un peu optimiste et de l'autre côté, de même pas discuter les conditions de l'économie avec l'Assemblée nationale, ni le calendrier. Est-ce qu'il faut faire les économies tout de suite ou est-ce qu'il faut se donner du temps? Et c'est d'ailleurs là qu'on a ce feu contre feu avec Bruno Le Maire qui d'un côté, en effet, comme vous le dites, dramatise, dit soudain attention, ça ne va pas et il faut faire des économies immédiates et à moyen terme. Et puis on a Emmanuel Macron hier qui a l'air un peu d'engueuler tout le monde en disant mais enfin ça doit pas être la foire à la saucisse, il faut le calme des vieilles troupes, sous-entendu calmez-vous tous. Qui croire? Ça, c'est plutôt des propos politiques. Mais par contre, encore une fois, dans le ça ne va pas, moi, quand je regarde la politique du gouvernement, j'ai pas l'impression que la priorité soit la réduction des déficits. La priorité du gouvernement est la réduction des impôts, d'une part, et il y a eu des baisses d'impôts, et de l'autre côté, à la réduction des dépenses publiques. Quand vous regardez le programme et la politique de Bruno Le Maire, on a l'impression qu'il a davantage une priorité à faire reculer les services publics, les dépenses sociales et les impôts, qu'à réduire le déficit public. Et on va y venir avec notamment la perspective d'une réforme, encore une réforme de l'assurance chômage. Je rappelle les chiffres. Bruno Le Maire dit qu'il faut 10 milliards cette année. Son ministre du Budget précise également qu'il faudra au minimum 20 milliards l'an prochain. Et pendant ce temps-là, la Cour des comptes, elle, évoque le chiffre de 50 milliards d'ici 2027. Pour ce qui est des chiffres, est-ce que vous êtes d'accord, Mickaël Zemmour? Les chiffres, c'est un calendrier. Dire qu'il faut réduire le déficit, je suis d'accord. Dire qu'il faut faire les économies très rapidement et dans des proportions importantes, je pense que ça peut se discuter. Et puis la troisième question, c'est comment on fait les économies. Et si c'est en réduisant, par exemple, les dépenses de l'assurance chômage ou les dépenses pour l'énergie, l'environnement, la transition énergétique ou l'éducation, là, je pense qu'il y a un débat à avoir. Alors justement, plongeons-nous dans cette perspective de réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage en 2024, avec la volonté, dit-il, de durcir les règles pour inciter au retour à l'emploi. Alors d'abord, avant de voir comment il fait, est-ce que durcir les règles incite à reprendre un emploi? Est-ce que ça marche? Non. Non, globalement, ça marche pas. C'est-à-dire que, d'abord, il faut rappeler qu'une personne sur deux au chômage n'est pas indemnisée. Donc, durcir les règles de l'assurance chômage, ça n'agit pas sur tout le monde. La deuxième chose, on a constaté que quand vous arrivez en fin de droit au chômage, une sorte de précipitation est d'accepter un peu plus vite un emploi de moins bonne qualité, dégradé ou à des conditions de salaire plus faibles. Par contre, on n'a pas de preuve que ça réduit le chômage, parce que souvent, vous allez prendre plus vite un emploi qu'une autre personne aurait prise et peut-être qu'il y avait plus les qualifications. En fait, il y a deux visions de l'assurance chômage. Pour les salariés, pour les syndicats et même parfois pour le patronat, l'assurance chômage, c'est une sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes à un moment privé d'emploi, suite à un licenciement, suite à une rupture conventionnelle, l'assurance chômage, elle est là pour remplacer une partie de votre salaire et vous permettre de faire une transition. Puis il y a la deuxième vision, qui est celle du gouvernement, qui considère l'assurance chômage comme un instrument de gouvernement du marché du travail. En se disant, on va mettre sous pression le marché du travail pour espérer réduire le chômage. Et en faisant ça, d'une part, ça marche pas très bien. En tout cas, on n'a pas de preuve que ça marche. On en est à la troisième, quatrième réforme. On n'a pas d'études qui montrent que ça a été très efficace. Bon, disons que le chômage, on peut quand même le dire, a baissé. Alors là, il remonte légèrement. Emmanuel Macron avait promis le plein emploi en France à l'horizon 2027. Le plein emploi, c'est un chômage aux alentours de 5%. On est aujourd'hui aux alentours de 7,5%. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Le chômage a baissé, plutôt par une reprise de l'activité économique globale, aussi par d'autres choses, par exemple la mise en apprentissage de nombreux jeunes en apprentissage. On n'a pas d'éléments qui nous montrent que les réformes de l'assurance chômage, qui ont eu lieu pour la plupart après en fait cette baisse du chômage, ont eu un effet sur le chômage. Par contre, on a des éléments concrets pour montrer que d'une part, ça durcit les conditions de vie des personnes au chômage, et puis ça diminue aussi la sécurité des salariés en poste. C'est-à-dire que pour les relations avec les employeurs, pour les négociations salariales, la pression sur l'assurance chômage, c'est aussi une pression, par exemple, sur les salaires. Avec une question aussi qui est celle de la désmicardisation, qui est l'un des objectifs aujourd'hui du gouvernement. On va y revenir dans un instant. Comment distinguer davantage le travail qui payerait davantage que le fait de ne pas travailler? Mais sur cette réforme de l'assurance chômage, il y a deux leviers. Celui du montant des indemnisations et celui de la durée d'indemnisation. Il y en a même un troisième qui est celui de l'activation des droits. Au bout de combien de temps est-ce que ces droits seraient activés? Ces trois points-là, quel est celui qui est privilégié, semble-t-il, par le gouvernement? Quelle est pour vous la zone rouge qu'il ne faut absolument pas atteindre?
Le gouvernement fait mine de dire aux partenaires sociaux de se mettre d'accord entre eux, mais en fait, il leur donne une feuille de route qui est tellement pas acceptable qu'on peut prévoir qu'elle ne va pas aboutir. Et il a déjà fait ça 3 fois Ils lors sont en des discussion déjà négociations actuellement sur un précédentes. point précédent qui n'a déjà pas abouti, Mm. puisque l'une des discussions qui devait se boucler cette nuit, discussion entre les partenaires sociaux, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier, ils pensent réussir à se mettre d'accord dans les jours qui viennent, c'est sur la question de la De vie au l'emploi des travail seniors. et des seniors. Mais ça veut dire qu'ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord là-dessus. Et c'est surtout que sur l'assurance chômage, les lignes rouges, en fait, elles ont déjà été franchies depuis longtemps. Si vous êtes un jeune, que vous travaillez 5 mois en CDD, par exemple, et que vous perdez un emploi, il y a 1 an et demi, vous aviez le droit au chômage pour chercher l'emploi suivant. Aujourd'hui, si vous avez moins de 25 ans, que vous perdez votre emploi, que vous avez travaillé 5 mois, vous n'avez plus le droit au chômage et vous n'avez pas le droit au RSA parce que vous n'avez pas Donc vous êtes 25 dans un ans. trou. Donc vous êtes complètement dans un trou et vous dépendez de la solidarité familiale, d'un contrat jeune si vous en trouvez un, etc. Donc le durcissement, il a déjà eu lieu du côté des jeunes, par exemple, du côté des personnes en activité réduite qui étaient au chômage quelques jours par semaine. Il a aussi eu lieu du côté des seniors. C'est-à-dire qu'on sait que les personnes qui sont sans emploi, autour de 58-59 ans, ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Il y a eu la réforme des retraites qui a décalé le point d'arrivée à la retraite et il y a eu un raccourcissement de la durée d'indemnisation. En fait, il y a déjà eu des réformes extrêmement dures. L'indemnisation du chômage a baissé de 16% en moyenne, mais plus pour certains profils. L'accès à l'indemnité chômage a aussi été restreinte. Et donc, personne ne pense réellement, d'une part, qu'il faut un nouveau tour de vis, et d'autre part, que ça va améliorer les chiffres du chômage. Y compris, d'ailleurs, des économistes qui sont plus proches d'Emmanuel Macron, qui l'ont souvent conseillé, disent aujourd'hui, stop, halte au feu, faisons une pause, évaluons les réformes qui ont déjà été faites, et regardons ce que ça a donné. Michaël Zemmour, la question de la désmicardisation du pays, Gabriel Attal insiste sur la nécessité, je cite, que le travail paye davantage que le fait de ne pas travailler. Est-ce que aujourd'hui il existe une forme de trappe dans laquelle seraient pris à la fois ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas forcément encouragés à reprendre un travail parce que l'effort que ça demanderait par rapport aux gains financiers n'est pas suffisant, et par ailleurs, est-ce que ceux qui travaillent ont du mal à décoller de cette zone du SMIC ? Alors, cette expression de dire le travail paie moins que de ne pas travailler, c'est trompeur. Globalement, c'est pas vrai. Il y a une étude de France Stratégie qui montre, par exemple, que pour les personnes aux minima France Stratégie, sociaux, qui est une agence de l'État, donc qui n'est pas du Premier ministre, censée être politique. Bien sûr, qui montre qu'il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, ça pouvait être vrai, mais quand on est aux minima sociaux et qu'on reprend un travail même à mi-temps, le niveau de vie augmente. Par contre, on ne sort pas forcément de la pauvreté. Quand on est au chômage, la loi dit qu'on ne peut jamais toucher plus de 75% de son salaire de référence. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on vit mieux sans travailler qu'en travaillant, sauf à dire que si vous êtes cadré au chômage, oui, effectivement, vous avez une indemnité chômage qui est supérieure au SMIC. Mais c'est la vocation de l'assurance chômage. Donc, cette idée de dire que le travail paye moins que de ne pas travailler, c'est faux. Ensuite, effectivement, le travail ne paye pas beaucoup en ce moment. On a une panne des salaires. Il y a un mot que j'aime pas beaucoup qui est smicardisation. J'aime pas beaucoup parce que le SMIC, ça a vraiment permis de maîtriser les inégalités salariales historiquement en France. Mais on a plus de personnes qui se retrouvent au SMIC en ce moment, à peu près 17% des salariés qui sont au SMIC. Contre 10% il y a encore quelques années. Il y a quelques années. C'est aussi dû au fait que le SMIC a augmenté quand même. Alors, en fait, le SMIC n'a pas bougé en pouvoir d'achat. Il a suivi l'augmentation des prix. Et donc, il a augmenté en euros, mais son pouvoir d'achat n'a pas bougé. Ce qui s'est passé, c'est que les autres salaires ont baissé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Et du coup, des gens qui étaient un petit peu au-dessus du SMIC, ils se retrouvent au SMIC. Est-ce qu'il y a un plafond ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plafond, une sorte de faux plafond qu'on pourrait réussir à faire sauter, qui permettrait effectivement à ceux qui sont au SMIC et qui y sont un peu coincés. Gabriel Attal précisait que ça coûtait en réalité très cher à ce niveau-là d'augmenter juste de 100 € un salarié. Ça coûtait quasiment 500 € pour l'employeur, pour un gain en réalité minime, parce que même compensé par le fait de se retrouver à perdre d'autres aides par ailleurs. Bref, ça n'est plus l'intérêt de personne avec cette prime d'activité. Est-ce que, oui ou non, il faut faire sauter un de ces verrous et que ça permettrait de pouvoir reprendre le chemin d'un salaire plus élevé? On peut aménager un peu les exonérations de cotisations sociales à la prime d'activité, mais je pense que le gouvernement se trompe de diagnostic. Il y a deux raisons pour lesquelles les salaires n'augmentent pas. Première raison, on a eu des années de croissance faible et donc il y a des entreprises qui ont des difficultés. Mais la deuxième raison, c'est qu'on a eu pendant des décennies des politiques qui avaient pour but de désarmer la négociation salariale. Les gouvernements ont mis en place, par exemple, le gel du point d'indice dans la fonction publique. Non seulement ça n'augmente pas les fonctionnaires, mais ça crée un climat sur le marché du travail qui n'est pas favorable à la négociation salariale. Deuxième exemple, la prime Macron.
elle est là exactement pour dire aux employeurs, si vous voulez rémunérer vos salariés, on met une prime à disposition, ce qui vous permet de ne pas augmenter les salaires. On a plein d'exemples comme ça. Qui n'ont pas encouragé l'augmentation des salaires. Qui ont encouragé même à ce que les salaires diminuent en pouvoir d'achat réel. Et donc, si on veut réamorcer l'augmentation des salaires, ce qui probablement se produira dès qu'il y aura un peu de croissance, il faut sans doute aussi revenir, pas seulement sur la fiscalité, mais sur la législation du marché du travail, et notamment avoir des accords de branche qui sont plus contraignants. Merci Mickaël Zemmour de nous avoir aidé à y voir plus clair. Mickaël Zemmour, économiste. Pour vous, en tout cas, il n'y a pas forcément le feu, il faut réformer, mais de manière plus douce. Et puis, évidemment, vous estimez que c'est du côté des recettes qu'il faut aller chercher l'argent. 8h53 sur RMC BFM TV.